nos intervenants pour terminer cet après-midi. Si je retrouve mes petites notes, alors ça va, je vais faire sans mes notes. On va, voilà. Donc, à ma gauche, géographiquement, Isabelle Attard, députée Nouvelle-Donne. Alors, Isabelle a un autre, j'allais dire avantage, c'est pas le bon terme, un autre intérêt d'être avec nous aujourd'hui. C'est qu'une autre légitimité à être parmi nous aujourd'hui, c'est que dans une autre vie, Isabelle Attard fut directrice de musée de la tapisserie de Bayeux et du musée du débarquement d'Utah Beach. Donc, du coup, Isabelle Attard a cette double expérience qui va nous être très utile dans ce débat. Martige, vous le connaissez maintenant parfaitement. Roy Amit, directeur adjoint de la RMN Grand Palais en charge des activités numériques, en charge du numérique. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Manœuvre, qui va représenter, comme on le dit, la tutelle, quand on parle du ministère de la Culture, qui est à la direction... je vais te laisser expliquer préciser ton titre tout à l'heure, mais en charge de la diffusion des collections, donc exactement au cœur de notre sujet. Ce que je voudrais... Alors, Isabelle était avec nous pour le déjeuner, mais a dû s'absenter pour les questions d'actualité, donc n'a pas pu écouter tout ce que l'on a dit, mais vous avez essayé de suivre à distance. Ce que je voudrais, c'est que peut-être en 1 minute chacun, pour commencer, vous nous disiez un petit peu comment les 2 premières heures de l'après-midi, qu'est-ce que vous en avez retenu en plus, en moins, et on va commencer comme ça par ce petit tour de table. Laurent, comme ça vous allez pouvoir vous présenter plus précisément. Donc bonjour et merci de cette invitation à exercer le difficile rôle de la tutelle. Donc Laurent Manœuvre, service des musées de France, direction générale des patrimoines et chargé du bureau de la diffusion numérique des collections. Alors, la diffusion des collections, je rappelle que c'est une préoccupation plutôt ancienne, puisqu'on avait commencé bien déjà avec le Minitel. Certains se souviennent que ça existait, le Minitel. Et puis dès 1994, à l'époque, il n'y avait presque rien sur Internet. On a conçu la première exposition virtuelle jamais réalisée au monde, avec l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, pardon. Ensuite, on met le catalogue collectif des collections en ligne dès 1995. Donc, la diffusion, ça nous a toujours préoccupés, ça a toujours été un de nos sujets. Et on est vraiment, en quelque sorte, diffuseur de données qui sont produites par les musées. Ce n'est pas nous qui produisons les données, ce n'est pas l'État. L'État fournit des tuyaux et les données, certains parmi vous présents ici le font, créent des notices, créent des images et les diffusent. Ces notices, ces images, elles relèvent, les musées, pour la plupart, sont des musées de collectivités territoriales, en grande majorité. Donc c'est bien, on n'a pas de droit dessus, nous. Ce sont les collections de collectivités. Donc on se contente de diffuser. Alors, je vais revenir par rapport à ce qui s'est dit. Moi, j'ai retenu un certain nombre de points. On observe évidemment avec beaucoup d'attention ce qui se passe actuellement au niveau des images, la diffusion des images. C'est pas si simple de décider, on passe dans un camp, on passe dans l'autre. Nous, quand je regarde objectivement, je vois que je parle avec des conservateurs de musées, parfois de très petits musées. Je vais vous donner un exemple. C'est ce qu'a dit, c'était pas un petit musée, mais ce qu'a dit notre collègue du musée de Nantes. Eh bien, moi, je vais vous parler du musée de Péronne, même pas l'historial de Péronne, le petit musée municipal Alfred Danicourt à Péronne. Il vend pour 4 000 € d'images par an. Eh bien, pour la ville de Péronne, ça lui permet de numériser un peu plus. Parce qu'on n'a pas évoqué ça. Comment vous avez trouvé l'argent ? Le Rijksmuseum, je sais que vous utilisez le loto, je crois. Si je prends l'exemple des musées danois, qui eux aussi diffusent gratuitement, eh bien, ils ont eu un gros mécénat d'une entreprise pour le faire. Si je prends le cas de la National Gallery de Washington, et là je parle de diffusion, pas simplement pour usage privé, mais diffusion libre, y compris pour des usages économiques.
Eh bien, dans ce cas, c'est le Congrès, pardon, c'est le Congrès de Washington qui a décidé de donner plus d'argent pour numériser et diffuser gratuitement. Alors, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il nous faut de l'argent pour le faire, parce que si on n'a plus d'argent, on a déjà du mal, enfin quand je dis on, je parle globalement des musées, il faut trouver de l'argent pour numériser. Ça, c'est ce que j'observe. Comment on trouve cet argent? C'est un vrai sujet. Ce que j'observe également, c'est que c'est pas si simple, parce que j'ai une autre casquette, je suis un peu comme Rémi, j'ai plusieurs casquettes. J'ai une autre casquette, ça m'arrive d'être commissaire d'exposition. J'ai été commissaire d'une exposition il y a 3 ans maintenant, sur un peintre français, avec plusieurs œuvres, dont certaines sont venues des États-Unis. Et puis, il fallait faire la publicité pour cette exposition. On avait plusieurs œuvres possibles, une venant du Canada, une de France, et plusieurs venant des États-Unis, dont une de la National Gallery de Washington. Et effectivement, celle de la National Gallery de Washington, à qualité égale, je précise, était gratuite pour tous usages, y compris le hors-série, Télérama, etc. Enfin, je ne vais pas faire de publicité. Bref, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et je comprends le bailleur de fonds. Le bailleur de fonds a dit, on prend l'œuvre de Washington. Moralité, on a vu sur les bus, dans le métro, etc., que l'œuvre de Washington. Et quand on ouvrait les journaux, on voyait l'œuvre de Washington. Donc l'enjeu, c'est bien la présence dans les médias. Je ne parle pas sur Internet, je parle d'une présence dans les médias. Je l'ai observé, y compris en travaillant avec des éditeurs, même chose. Donc, ce que j'observe, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, j'observe qu'aujourd'hui, on a un risque considérable, c'est que la culture, ou en tout cas, oui, une partie de la culture européenne disparaisse, en tout cas ne soit plus visible qu'au travers d'œuvres qui sont libres de droit pour tous usages, y compris économiques. Et c'est un réel danger parce que, j'en conviens, les musées nord-américains, les musées nordiques ont de très belles collections. Pour autant, on a besoin de faire connaître les collections des musées de France. Voilà, c'est juste la problématique. On observe les choses et les choses ne sont pas si simples. Merci Laurent. C'est ce que j'ai appelé au départ la recherche de l'équilibre entre soft power ou rayonnement et modèle économique. Roy, à toi de prendre la parole. Merci pour cette occasion, pour cet après-midi très, très inspirant. Je pense que l'exemple de la Rijksmuseum est très, très intéressant et nous oblige à réfléchir et de revenir, je dirais, peut-être au fondement et ce que cet exemple présuppose. Parce qu'on a pu observer qu'à travers cet exemple, on ne parle pas ici, je dirais dans ces contextes, et ça mérite d'être précisé, de quelle chaîne de valeur on parle exactement et qu'est-ce qu'on définit comme le domaine public ou qu'est-ce qui est le public. Et je pense que c'est très intéressant parce que c'est qu'on a pu constater qu'en effet il y a une passage d'une valorisation donc des images, enfin telles quelles, à une autre chaîne de valeur où la marque à Rijksmuseum, où le fait d'attirer les personnes vers les lieux de l'exposition représente les valeurs les plus importantes. Ce qui est tout à fait noble, mais qui reste dans un contexte voisin. Je prends ça pour peut-être généraliser un peu et poser la question aujourd'hui, pour Eliès, c'est cette question donc, des domaines publics et ses ambitions. Aujourd'hui, bien évidemment, on est tous, je dirais, et on a part dans ce domaine public, hein, on est tous contribuables, on participe tous les jours. Néanmoins, et justement, à juste titre, ce domaine public a des prix et a des moyens. Et cette partie-là a été un peu évacuée, je trouvais, dans cette première partie du débat. Et ça, c'est une question de société. C'est une question de société, c'est une question politique qu'on devrait se poser, des politiques culturelles. Quel type de moyens, en tant que société, on se donne pour développer un domaine public? Et derrière, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec, hein, et comment ce domaine public nous sert à tous pour mieux prospérer, mieux rayonner, je dirais, dans le monde et mieux prospérer en tant que société. La question du numérique nous impose
des véritables enjeux aujourd'hui, parce que les manières dont le monde avance très vite, on voit à manière très radicale des changements des chaînes de valeur. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, encore une fois là-dessus, ici j'ai un double casquette comme tout le monde, j'ai un poste à la RMN Grand Palais, mais je suis aussi citoyen. Et autant que dans ma deuxième casquette, autant que citoyen, je me pose des questions, c'est comment on finance ces domaines publics et derrière, comment on gère ces usages. Là-dessus, je peux avoir des avis, hein, enfin, surtout, je dirais, aujourd'hui, des avis de ma casquette professionnelle. Donc, on a pu entendre à première partie nos actions, et je vais terminer peut-être avec ça, les actions, donc, qu'est établissement public? Établissement public EPIC, donc, qui est certaines caractéristiques, mais autant qu'établissement public, comment aujourd'hui on accompagne, on fait face à ces évolutions, au changement donc des chaînes de valeur, à la manière dont les usages évoluent. Et une des réponses qu'aujourd'hui on propose, c'est cette plus grande diffusion de nos images, plus grande liberté d'usage, plus grand accès, plus grand truc de ça. Et ça, c'est par rapport, et ça, c'est inscrit bien évidemment dans une histoire, dans une tradition, et on ne peut pas faire d'un jour à l'autre une table rase de ça. Et c'est là, on les pose toujours dans un cadre, je dirais, de nos missions, qui sont donc des missions des services publics, qui à la fois incluent de ce qu'on offre comme service, mais aussi comment on le finance. Et justement, pour terminer là-dessus, le fait qu'aujourd'hui, l'usage commercial des images, et d'ailleurs, les images qu'on va distribuer n'excèdent pas un certain niveau de définition, et on l'assume, qui pourrait être réutilisé de manière commerciale, parce que les moyens et la valeur qu'on dégage de ces activités commerciales participent de nos missions de service public. Alors maintenant, autant que collectif, un jour, on pourrait décider, je dirais un jour, à travers nos députés, à travers notre gouvernement, décider d'échanger l'orientation de notre politique culturelle et son financement. En tant que citoyen, je dis pourquoi pas. On participe, on vote, on fait des questions à nos représentants, c'est normal. Aujourd'hui, dans les cadres actuels, nos missions, je dirais autant qu'institution publique, fait partie de la question économique. Et je ne vois pas, dans l'horizon proche, comment ça pourrait être changé de manière radicale. Nous avons écouté la tutelle, nous avons écouté un établissement, nous allons écouter maintenant la représentation nationale. Et Madame la députée a préparé quelques slides. Je vous donne les manettes. Non, merci. Merci Pierre-Yves. Et puis merci aux précédents interlocuteurs. J'ai essayé de suivre un petit peu, grâce à Frédéric, qui a pris des notes et qui m'a mis en document partagé ce qui s'est dit cet après-midi. Donc j'espère ne pas avoir trop raté de choses. En préambule, je voudrais dire qu'effectivement, on parle de modèle économique certainement en grande transformation, et c'est ce que nous a présenté le Rijksmuseum. On parle de rayonnement culturel de notre patrimoine, de nos collections. On va rester peut-être un tout petit peu franco-français, même si c'est les exemples étrangers qui nous boostent un peu, mais en tout cas, c'est intéressant de regarder nos collections. Qu'est-ce qui se passe si un établissement ne met pas à disposition du public la meilleure qualité possible d'image du domaine public, de ses collections? Quelles sont les conséquences négatives? Je vais commencer par celle-là. Tout simplement, c'est évidemment votre image, l'image de vos établissements, de vos musées, qui sera négative. Un exemple, ça fait beaucoup de bruit, c'est normal ou pas? Ou je recule? Mais si je suis comme ça fait peut-être moins de bruit. Ouais. Non, c'est bon si je suis loin. Merci.
Un éditeur vient me voir quand j'étais directrice du musée de la tapisserie de Bayeux, donc le premier musée de province avec 400 000 visiteurs, pour me demander des images pour faire un livre sur la tapisserie. Et je pratique à ce moment-là, et certains connaissent déjà l'histoire, donc je vais passer vite, le copie-fraude. C'est-à-dire que mes élus de tutelle me demandent de louer les hectachromes de la tapisserie de Bayeux pour une somme relativement conséquente. L'éditeur me dit « mais c'est beaucoup trop cher, vous imaginez, parce que moi, dans mon livre, je prévois de mettre toute la tapisserie, les 68 mètres, 70 hectachromes, c'est une fortune, je ne veux pas payer ce prix-là. » Très bien. L'éditeur disparaît dans la nature, et je vois réapparaître 6 mois plus tard un livre absolument immonde, avec des images qu'il a trouvées sur des éditions, sur une banque d'images qui datait des années 80. Ce livre est tout simplement invendable, en tout cas dans mon musée, dans ma boutique qui est le prolongement du musée, et qui est bien sûr la dernière salle de visite, celle qui va donner l'image finale. Ce livre est invendable, simplement, moi je le considère invendable dans ma boutique, mais il n'est pas invendable ailleurs. Donc voilà la qualité exécrable de la tapisserie qui va se retrouver dans des boutiques de souvenirs ou dans d'autres magasins. J'ai tout raté parce que j'ai voulu faire payer le prix fort à un éditeur. Autre exemple de conséquence, l'utilisation de ces images de la tapisserie, si à l'opposé, je mets à disposition la meilleure qualité possible, et la meilleure qualité possible, je l'ai. Alors je vais peut-être vous montrer, ça c'est des exemples utilisés aussi par Martine sur les différentes qualités d'images d'un même tableau. Donc là, vous comprenez bien les écarts. Je préférerais vendre la meilleure qualité possible si j'étais directrice du musée Van Gogh. Vous connaissez certainement ces exemples, mais je continue. Pas besoin de commentaires, je pense. Voilà, la tapisserie de Bayeux, pour ceux œuvre du XIe siècle, brodée par des hommes et non par Mathilde, par des moines. En piètre résolution et en mauvaise qualité, ça peut donner ça. Sauf qu'en haute résolution, les détails, ça donne ça. Quand je parle des retombées économiques, scientifiques et artistiques, c'est-à-dire que si je mets à disposition la dernière campagne, celle que j'ai pu réaliser avant de quitter le musée en 2010, on a fait réaliser une campagne photographique en haute définition de la totalité des œuvres, des 68 mètres. On arrive à un degré où les étudiants qui font leur thèse sur la tapisserie, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, vont pouvoir accéder à la meilleure définition possible et avoir des résultats qui ne sont pas encore publiés, avoir vraiment un travail de recherche sur le tissu, sur la laine, sur le texte en latin, qui varie. Si vous avez une définition possible, la meilleure définition possible, vous verrez qu'il y a un point, et donc le mot a une autre signification. Si vous ne voyez pas le point, vous allez écrire une autre traduction du texte en latin. Ça, c'est pour la partie scientifique. Autant avoir les meilleures thèses possibles. Retombées économiques, n'importe qui va pouvoir se servir et donc avoir les livres qui vont être diffusés sur la tapisserie vont être de la meilleure qualité possible, et je vais pouvoir du coup les vendre et me faire une marge économique à la boutique. On peut aussi imaginer faire un travail de partenariat avec des éditeurs qui viennent vous voir pour faire un ouvrage ou bien des jeux. Vous connaissez, avec les éditions Dussert par exemple, on peut travailler de manière très prolifique, ou n'importe quel créateur de produits dérivés. Vous allez travailler avec lui à partir d'une base qui est saine des images en meilleure définition possible, négocier des prix et avoir dans votre boutique, puisque vous avez, vous, l'avantage d'avoir un public captif, les meilleurs produits. Et c'est dans cette boutique-là que vous allez pouvoir vous y retrouver pour récupérer les fonds pour la numérisation suivante. On parle là de modèle économique et de rayonnement de l'image du musée, et ça peut être fait n'importe où. Un contre-exemple en France que j'ai pu déplorer récemment, le musée du Quai Branly, où là vous avez une boutique qui est dissociée du reste du musée, et quand on demande les chiffres
le bénéfice net pour le musée par an, on arrive à un chiffre dérisoire de 90 000 euros. C'est absolument incroyable et faible comparé au nombre de visiteurs. Il faut savoir que pour la tapisserie, avec 400 000 visiteurs, c'est à peu près un bénéfice net de 350 000 euros par an pour la boutique. Et le Quai Branly, ce n'est pas 400 000 visiteurs. Donc je vais m'arrêter là dans les explications pour le bénéfice des images. Après, il y a tout le travail à faire sur le domaine public, sur la définition du domaine public, sur le copie fraude, sur le droit... qu'est-ce qu'on fait des photos prises dans les musées? Mais ça, vous en avez parlé tout à l'heure, je pense, avec les droits d'auteur. Je profite pour vous poser une question. Les exemples, en effet, des tapisseries de Bayeux sont éclairants, mais je pense que là, on a vraiment la problématique de l'exemple. Parce que là, quand on se raisonne sur un exemple, en effet, vos démonstrations sont claires. Par contre, quand on se raisonne en système, les raisonnements changent. Et on ne peut pas avoir les mêmes raisonnements sur une image, et je dirais ses valeurs et défauts de les faire comme ci ou comme ça, quand on raisonne sur un système entier qui, pour des raisons, encore une fois, historiques, on pourrait donc les mettre en cause. Peut-être ça mérite de les poser. La France a fait un choix, comme d'autres domaines de la culture, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on appelait par ailleurs l'exception culturelle, c'est de mutualiser un certain nombre des actions culturelles, donc sous la tutelle du ministère de la Culture, et entre autres, une des actions mutualisées, c'était l'action donc des musées français, enfin les musées nationaux en tout cas, et notamment la gestion de leur fonds d'image. Donc cette gestion collective, mutualisante, qui ne se raisonne pas sur un seul image, mais sur un bassin d'images beaucoup plus large, en fait, ne peut pas être réalisé dans les mêmes, je dirais, échelles, justement parce que je vous poserai la question, de numériser une œuvre de très grande qualité, certes, ça coûte de l'argent, mais je dirais ça se trouve. Comment peut-on faire, et ça c'est une vraie question enfin, donc des citoyens, de continuer de numériser, de continuer et faire le travail iconographique nécessaire, de continuer à faire le travail scientifique sur un bassin d'images, le bassin des œuvres, qui est beaucoup, beaucoup plus grande que les œuvres qui existent dans les Rijksmuseum. Et si, enfin, ça encore c'est une question historique, si on regarde les derniers récollements de ce qui revient donc des musées français, il y a un très très grand nombre des œuvres qui ne sont pas du tout encore numérisées. Les œuvres qui sont numérisées nécessitent d'être renumérisées pour un grand nombre. Aujourd'hui, les œuvres qui sont numérisées en HD, enfin ceux qui en considèrent en HD, on les fait donc depuis 3 ans. Donc tout ce qui a été numérisé avant, il faudra les renumériser. Donc tout ça, je dirais, ça renvoie à des investissements qu'il faudra continuer à faire. On sera ravis, j'imagine, ça, je pense qu'ici dans cette salle, tout le monde serait ravi, enfin, et d'ailleurs milite pour qu'on ait ces moyens de continuer de le faire, de continuer à numériser, de continuer de monter en gamme dans la définition, de continuer de faire le travail iconographique. Ce qui, aujourd'hui, nous pose une question systémique, et ça, je vous le pose à vous, comment vous voyez ces modèles économiques futurs? Là, ça devient effectivement extrêmement intéressant parce que numériser, enfin mettre, je pense qu'on est plus sur un état d'esprit que sur un problème forcément économique. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait, il y a l'économie aussi, évidemment, mais la volonté de mettre ou pas en libre accès les images. Non, mais là, on est d'accord, on parle aussi de ce qui va être besoin d'être numérisé. Oui, d'accord. Comment on produit les contenus? C'est ça ma question. Attendez. Et ça, je pense que
c'est la question de beaucoup entre nous qui... Mais c'est un choix. Attendez, c'est quand même... Par quel fond on numérise de se positionner, je sais, de Non, positionner... Attendez, c'est un choix à Un choix l'intérieur... politique. Mais pas qu'un choix, c'est un choix politique, certes, mais c'est aussi un choix à l'intérieur des établissements de savoir effectivement où on décide d'investir. Bien on sûr, est d'accord. bien Il y a sûr. aussi ça. Bien Parce sûr, que- mais ça c'est la question, d'ailleurs, que c'est très intéressant, votre exemple est l'exemple d'un établissement et comment il se gère. Ah non, mais moi, je ne m'intéresse pas qu'au musée de la tapisserie de Bayeux, on Oui, est d'accord. non, mais bien sûr, bien Mon but, évidemment. c'est de regarder à quel point on peut dupliquer l'exemple du Rijksmuseum pour mettre à disposition le plus d'images possible pour que les établissements en retirent un bénéfice économique et puissent continuer. Je suis d'accord. Après, vous me parlez finalement de comment on fait pour la première numérisation, pour lancer le mouvement. Pas que la première, mais pour la deuxième, dont HD, encore une fois, aujourd'hui dans les collections publiques, il y a moins de 2% qui sont numérisés en très haute définition. C'est la réalité. La réunion des musées nationaux qui numérise pour les musées nationaux a commencé de numériser, je dirais, un workflow numérique total au début des années 2000. En 2010, on a changé ce workflow. Et en 2011, on a de nouveau changé pour des raisons, encore une fois, des avancements des technologies qui nécessitent aujourd'hui qu'on numérise des choses et le faire autrement de ce qu'on a fait il y a 12 ans. Je voulais simplement poser cette question. Non, mais moi, après, je vous parlerai de droit. C'est-à-dire que là, on parle de domaine public. Oui. Et vous me parlez de faire payer, on parle de faire payer Mais les images aussi du domaine public. Donc, Mais c'est attention aux droits. nous qui payons autant que collective. Oui. C'est ça que je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Et vous avez raison, c'est une question de choix où on met l'argent. Après, et qui fait ces choix? Quand il y a un directeur d'établissement, il est maître de son budget. Il devrait choisir entre avoir un autre dispositif de médiation, d'acquérir une autre œuvre pour son fonds, mettre plus de sécurité, que sais-je, d'autres lignes, ou bien de renumériser un tableau. Ce sont des questions qui se posent à donc des chefs d'établissement, peu importe leur taille. En ce qui concerne les musées nationaux, ce sont des questions qui reviennent à notre tutelle, au ministère, et l'action, c'est l'action des choix, je dirais, quand je dis c'est un choix des politiques culturelles, où on met l'argent pour faire quoi? Les choix qui étaient faits jusqu'aujourd'hui, peut-être c'est pas la bonne, peut-être vous avez des réserves, sûrement on pourrait, enfin en tant qu'un casquette citoyen, on peut en parler. Moi je suis pour qu'on investisse beaucoup plus dans la culture, beaucoup plus. Par contre, quand on fait des arbitrages au niveau gouvernemental, c'est qu'on a vu les dernières années que quand même le budget de la culture était en baisse et les budgets des établissements et au sein des établissements sont en baisse. Et d'ailleurs, je me réfère à une autre grande institution collègue ce jour-ci. On suit toujours ce qui se passe à Radio France. Et le problème aujourd'hui d'un grand établissement public d'équilibrer ses comptes en vue de la baisse de la subvention. Alors, je dis, enfin, c'est une réalité sociale. Donc, qu'est-ce qui sera notre projet d'avenir autant que société? Mais réaliste. Non, mais si vous me posez la question, c'est bien de me laisser développer les réponses, ça serait intéressant. Les musées nationaux, en tout cas les musées labellisés Musées de France, ont des obligations de diffusion des images de leur collection. Ça fait partie de la première ligne de la loi Musée 2002. Il y a cette obligation de diffusion. Donc soit on diffuse, soit on ne diffuse pas. Mais c'est quand même, ça fait partie quand même du minimum, on va dire du minimum légal. Il faut savoir quand le Rijksmuseum fait le choix de mettre à disposition, c'est parce qu'il s'aperçoit également que de mettre en libre accès coûte moins cher que d'avoir quelqu'un pour gérer la location, la cession, etc. et la surveillance de tout ça. C'est-à-dire que c'est un coût de mettre une personne en charge de s'occuper de toutes les demandes pour avoir accès à telle image, etc. Un exemple qui concerne certainement beaucoup d'autres personnes dans cette salle. On organise une exposition, on refait la muséographie d'un établissement,
En tout cas, en ce qui me concernait, il me fallait, pour illustrer, une énorme reproduction en 2 mètres sur 2 d'une enluminure du Moyen-Âge qui était située, qui conservée par les archives de la ville de Rouen. Le temps que j'ai pu passer à remplir les paperasses pour demander l'autorisation et à payer pour 2 images, entre le temps que j'ai passé moi et le temps qu'a passé le photographe de l'institution et le temps que ça a pris pour avoir 2 images en haute définition, mais on a tous autre chose à faire. Hein. On a calculé ces coûts cachés. Ben, je vais vous dire une chose, je pense que le Rijksmuseum les a calculés, les coûts cachés. Et on arrivait à la conclusion que c'était plus intéressant de les mettre à disposition. Donc si vous avez ensuite des établissements qui vous disent « Ah mais nous, on numérise pas, on ne met pas à disposition », c'est un non-respect de la première ligne de la loi musée. Alors vous dites « Non, je continue. Excusez-moi, mais je continue. » Les images en très bonne définition sont parfois déjà faites par les établissements. Je prends l'exemple du Louvre, où je suis allée par rapport à mon rapport sur les œuvres spoliées et le récolement récemment. Je vais dans une des réserves du Louvre. Je m'aperçois en demandant au personnel qui est là que toutes les images de cette collection, tous les tableaux qui se situent dans cette réserve ont été pris en photo en haute définition sur toutes les coutures et c'est formidable. Tout le travail a été fait. Je demande où sont accessibles ces images. On me répond elles ne sont pas mises en ligne parce qu'on a un problème de compatibilité de logiciel. Le problème, il est où exactement? C'est-à-dire que l'établissement a payé différentes personnes pour faire correctement leur travail, et elles ont fait correctement leur travail. Sauf que ça fait 2 ans que ça traîne dans un tiroir, c'est pas mis en ligne, parce que à un moment donné, ça coince, on ne s'est pas préoccupé. Peut-être qu'à un moment donné, ce n'est pas une priorité de l'établissement. Alors là, c'est chacun ses priorités. Mais il y a des obligations de diffusion. On est conservateur ou on est attaché de conservation, on doit mettre à disposition les collections, et en particulier en ce qui concerne, alors peut-être que certains musées d'art contemporain ne sont pas concernés par la question, à cause, effectivement, enfin, en raison du droit d'auteur, mais lorsqu'on a des œuvres dans le domaine public, demander un prix pour avoir accès à ces œuvres qui appartiennent au domaine public, je suis désolée, mais ce n'est pas normal, et ce n'est pas légal. Si vous me permettez, je voulais à la fois mettre de l'eau aux 2 moulins, c'est-à-dire que je partage votre point de vue. Si je regarde le Rijksmuseum, je dirais, ça fait partie des grands musées numérisés pour le Rijksmuseum. On imagine que, bien sûr, il y a beaucoup de collections, mais ce n'est pas très difficile. Alors, prenons le Louvre. On regarde, je suis tout à fait de votre avis, madame. Je vais sur le site du Louvre, 230 000 images en ligne. Je vais sur le site du Metropolitan, 400 000 images. Je vais sur le site du British Museum, 2 300 000. Je n'ai pas pris des musées très différents. Donc, il y a effectivement un problème. Pourquoi est-ce que le Louvre ne met pas plus en ligne? Ça, on peut se poser la question. Mais on a quand même des coûts de fabrication des images. Ça, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, parce que dans tous les rapports que nous avons eus, et nous en avons eu, enfin de l'inspection générale, etc., en disant « mais pourquoi vous êtes si cher, des archives, ça coûte quelques centimes ». Sauf qu'une photographie, même si tous les juges ne sont pas d'accord, et nous recevons des photographies qui viennent de musées, qui sont des photographies prises dans le récollement, ben ça semble prouver que même pour une œuvre en 2 dimensions, quand on n'est pas réellement un professionnel et un photographe, l'image est assez catastrophique. Alors, ces images catastrophiques, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a 2 parties. Soit on dit, on les met quand même en ligne, et c'est ce que nous incitons à faire, à ce que les musées fassent, parce qu'après tout, c'est une promotion, ça fait connaître les collections, et c'est le devoir de diffusion. Et puis, si on vous commande une photo, c'est le moment ou jamais d'essayer d'obtenir de l'argent pour mieux numériser, mais aujourd'hui, on voit bien, du coup, l'image des musées, elle va être en quelque sorte médiocre, parce qu'on va dire, regardez, dans ce musée, les images sont mauvaises, donc, et c'est bien ce qu'a fait le Rijksmuseum en faisant le choix de la meilleure qualité pour des chefs-d'œuvre de Vermeer ou de Rembrandt, pour éviter qu'il y ait ces images catastrophiques qui ne respectent pas le droit d'auteur. Alors pour du coup, le droit moral, puisqu'on a le droit moral sur ces artistes, d'avoir la meilleure reproduction possible de ces œuvres. Ça, c'est un vrai sujet. Mais faire une prise de vue, on a fait des calculs aujourd'hui avec les arts décoratifs qu'on avait dans le cadre du plan national de numérisation,
Quand on photographie des œuvres à plat graphiques, c'est relativement bon marché, c'est quelques centimes d'euros. Mais quand on fait des sculptures, quand on fait de la verrerie, quand on fait de l'orfèvrerie, des meubles pour lesquels il faut des détails, eh bien, ça peut monter jusqu'à 60, 70 euros par image. Donc, le numérique n'a rien changé de ce point de vue-là. On a les mêmes coûts qu'à l'époque de l'argentique. Et on a des coûts très importants. Et donc, il faut bien trouver l'argent à un moment pour le faire. Alors, quand on est la tapisserie de Bayeux, qui est quand même un des musées, vous l'avez dit, le plus fréquenté, mais quand on est un musée, petit musée, il va trouver de l'argent pour numériser ses chefs-d'œuvre, certes, mais pour le reste des collections, c'est aujourd'hui un vrai problème. Alors, au cours du récollement, beaucoup de conservateurs font des images, mais des images qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend aujourd'hui sur Internet. Et je pense que c'est aujourd'hui une des difficultés et une des attentes du public, c'est d'avoir de meilleures images. Ouais, je voudrais, parce que là on mélange l'accès plus large pour les visiteurs et la commercialisation de ces images. En quoi? Bah si, un petit peu. En quoi? Non, mais si, on mélange dans la discussion. En quoi vous disiez que le Louvre met en ligne que 200 000 images alors qu'il y en a beaucoup plus? En quoi le fait de mettre plus d'images du Louvre en ligne ferait que le Louvre vendrait moins ferait moins d'activités commerciales? Ce que je disais, c'est pourquoi on lit en France à chaque fois on lit les deux. Je disais que je mettais de l'eau aux deux moulins. Je constate que d'un côté, il y a effectivement une réticence de la part de certains établissements et de certains conservateurs à mettre en ligne, et je trouve cela personnellement inadmissible, parce qu'effectivement, c'est un devoir. Mais en contrepartie, j'observe aussi que numériser en très haute définition, ça coûte de l'argent. Et comment on trouve cet argent aujourd'hui quand on n'est pas le Louvre, quand on est un petit musée et qu'on a quelques chefs-d'œuvre? Où est-ce qu'on trouve l'argent au moment où la plupart des élus disent la culture, ça passe après l'hôpital, ça passe, etc. Comment est-ce qu'on fait? Je suis d'accord, et ça c'était la question Pardon, je me permets d'ajouter, d'autant qu'on a supprimé par exemple le plan national de numérisation depuis 2 ans. Alors, je voulais en venir. Tout à l'heure, Roy a posé la question à Isabelle. Ces recettes, on en a besoin parce qu'on a besoin de numériser. Si ce ne sont pas ces recettes, qui finance? Donc en tant que député, est-ce qu'il n'est pas... En plus, on a abandonné le plan de numérisation. Pourquoi? On sait bien que la France, une de ses richesses, c'est pas le pétrole, ça se saurait, c'est la culture. Comment se fait-il que la France ne décide pas d'investir ou de réinvestir dans un plan de numérisation pour qu'on ne mélange pas la diffusion et les coûts de numérisation, qu'on investisse massivement dans la numérisation et que cette numérisation permette cette diffusion et ce rayonnement du patrimoine culturel? Est-ce qu'à ce moment-là, on ne devrait pas faire comme les Pays-Bas, c'est-à-dire aller ponctionner la loterie nationale pour financer, si l'État n'a plus d'argent dans ses caisses, pourquoi aller pas prendre le modèle des Pays-Bas? Vous avez le malheur de vous adresser à une députée qui ne se considère plus dans la majorité depuis belle lurette, et vous ne vous adressez pas à la ministre de la Culture. C'est dommage, parce que je pense que, question budget, j'ai bien essayé de faire bouger les choses depuis bientôt 3 ans, et ça n'a pas fonctionné. Donc là, je suis navrée de vous dire que pour la gestion des caisses de l'État, il faudra vous adresser directement à Fleur Pellerin. Par contre, rien n'empêche que je développe mes idées sur la priorité à la numérisation, bien évidemment. Dans le cadre, je vais prendre un exemple, parce que là, ça dépend effectivement d'un axe de politique du ministère. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de mes rêves. Mais quand je vois comment se passe, par exemple, le financement pour tout ce qui est recherche de provenance dans les musées, dans ce qu'on a pu voir sur ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, il y a un fonds spécifique de plusieurs millions d'euros. Et ensuite, les établissements, bibliothèques, archives, musées, qui, sur appel à projet, par rapport à cette numérisation, parce que ça en fait partie pour le travail de recherche de provenance, ces établissements font appel à ce financement bien spécifique, et cela favorise, ça encourage la numérisation, que ce soit des œuvres dans les établissements, pour toutes les collections, ou bien les archives et tous les documents nécessaires pour ces recherches de provenance. C'est un choix politique, vous avez bien fait de le rappeler, c'est un choix politique, c'est une orientation, c'est un axe. On décide en Allemagne de privilégier tous les projets des établissements culturels qui sont spécialisés dans la numérisation. Oui, c'est comme ça, c'est en Allemagne, c'est pas en France, et je le déplore.
Donc là, on est tout à fait d'accord. Ensuite, il faut quand même rappeler ce devoir de diffusion qu'ont tous les établissements, que ce soit ceux, on va dire évidemment en premier lieu les 1200 musées de France concernés et labellisés, et puis après il y a tous ceux qui ne sont pas labellisés musées de France, mais qui ont quand même des obligations. Bon, et la tapisserie en fait partie. L'intérêt après, enfin le coût de la numérisation, on parle de comment on finance. Bien évidemment que pour faire les premières photos, un musée qui va ouvrir demain, qui va vouloir mettre en ligne ses premières images, va devoir investir. Bien évidemment, mais ne me demandez pas comment on va faire ce financement-là, parce que c'est le premier budget de la première année, et j'espère bien que le chef d'établissement aura intégré cette priorité pour sa survie. Bon. Ensuite, le choix pour dire que ça a un coût. Les péages ont un coût. Bloquer la diffusion qui permettront le rayonnement du musée, de notre culture, et la création qui va suivre, et les produits dérivés, que ce soit les produits dérivés directement créés par le musée, ou bien ceux qui seront créés par d'autres boîtes qui vont créer de la richesse dans notre pays et en Europe et partout dans le monde. Et cette créativité, elle est là, et il faut la laisser libre de faire ce qu'elle veut. C'est pour ça que les blocages ou les barrages en disant un usage non commercial uniquement, vous l'avez levé au Rijksmuseum parce que vous avez considéré que finalement, essayer de faire la distinction commerciale-non commerciale, c'était un coût pour vous, et ça fait partie des coûts cachés, ce qu'on appelle les péages. Ça coûte plus cher que finalement de mettre, au lieu de consacrer cet argent à mettre des péages, si on le consacrait à développer les projets de numérisation, on aurait plus d'argent. Voilà, mais encore une fois, c'est un choix qui est fait, et c'est un calcul qui doit être fait dans chaque établissement. C'est le calcul de chaque établissement, c'est ça que je voudrais revenir là-dessus dans un instant. En tout cas, on partage, et je pense qu'ici, on partage tous cette nécessité de diffuser plus, de diffuser mieux, de rayonner en plus, de promouvoir. Je pense qu'on est là, on est professionnels de ça. Et d'ailleurs, de manière très, très concrète, comme était présenté tout à l'heure, par le décret de création de l'établissement Réunion des musées nationaux Grand Palais de 2011, on est mandaté de le faire, et le projet qui a été présenté, il fait partie de cette politique culturelle de faire mieux distribuer, mieux faire rayonner, mieux faire exister sur le numérique les œuvres authentifiées, mieux faire exister les réseaux de musées français, mieux promouvoir à la fois notre patrimoine, mais aussi nos savoir-faire, et ces projets, il est inscrit pleinement dedans. Ce qu'il faudra, par contre, et je voudrais aussi rappeler un autre projet sur lequel on est en charge, qui s'appelle France Collection HD, qui est un projet à destination donc des musées de France, pas des musées nationaux, pour lequel on a une dotation de la Caisse des dépôts et des consignations pour numériser leurs œuvres. Donc ça, c'est un projet qui est inscrit dans ce qui étaient les grandes empreintes, mais après, c'est un choix politique. C'est un projet qui est un projet pour lequel on a touché donc des fonds, mais qu'on nécessite de rembourser. Et il est inscrit dans une perspective de commercialisation. Donc à la fois, on numérise des fonds des musées de France, plus d'une centaine, dont très 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 haute définition, mais à terme long, c'est ça, je dirais, c'est le bénéfice, c'est ça l'orientation politique. On nous donne 15 ans de pouvoir les rembourser, mais on commençait déjà les remboursements. Et donc, après, c'est orientation politique qui nous, je dirais, nous, en tant qu'établissement, nous déborde, que du coup, on les exécute, on les interprète, on les met en œuvre, mais cette possibilité-là, donc, d'avoir accès aux premières numérisations, elle existe, mais elle s'inscrit dans une logique, on peut les déplorer ou pas, mais qui présuppose aussi une commercialisation. Cela dit, et c'est pour cela, je pense, que aujourd'hui, en tout cas ma présence ici, c'est une présence que je voudrais croire porteur à la fois donc d'espoir et message d'ouverture et des partages. Tous les efforts qu'on met en place sont destinés à ça,
Et les projets qu'aujourd'hui on annonce, qui est complémentaire à nos activités commerciales, qui vont continuer et qu'on voudrait croire prospérer. Et je vais donner un autre exemple dans un autre domaine culturel que j'ai eu l'opportunité de connaître, par exemple les archives audiovisuelles des l'INA, qui pendant longtemps ont été accessibles qu'à un usage commercial à travers donc des plateformes commerciales. Les jours où ils s'étaient proposés au grand public sous certaines conditions, pour certains types d'usages, dans un certain cadre, mais aujourd'hui accessibles sur YouTube comme sur Dailymotion, on fait pour la promotion, les rayonnements, la authentification de ces fonds. Hein. Donc, nous, notre logique, il est complètement dans ces binômes, à la fois de proposer au plus grand nombre sur tous les usages, je dirais, actuels, qu'on pourrait les accompagner et d'ailleurs les prévoir parfois, tout en restant dans une synergie avec nos autres activités commerciales pour simplement continuer à exercer nos missions. Martine, je voudrais prendre la parole, réagir. Excusez-moi encore de vous adresser en anglais. The subject of open access and is a very difficult discussion, and you see that many people are in the trenches, and it's very hard to get anywhere if you focus on what's not possible. I agree wholeheartedly that it's very difficult, that it's financially very difficult, that it's very difficult to come up with a system even for France. But then I would say, why focus on France? You should focus on the whole world and not on a system for French museums, because then you will have the same problems in a couple of years' time when there will be somebody who is joining museums all over Europe or all over the world, whatever. So I think you shouldn't focus on what's technically not possible at this time, and just start. If you can't digitize 1 million objects, start with 1,000. If you don't have the money to digitize 1,000 objects, start with 10. And we learned with Rijksstudio, we learned that the concept is so strong and so easy to communicate that this helps us in a big way to find new sponsors who can fund the next step of digitization. So if you start small and make a very good concept, come up with a very good idea, you can use that to enhance the image of your museum. All those images, like I said, they are all little ambassadors for your project, and that makes it easier. It's still hard, but it makes it easier to take the next step. And I think that well, if you promise that you will not tell it to anybody, I can say that it was very hard to achieve this in the Rijksmuseum as well, because we also had the same discussions about how to describe all the objects. So if you go on the website now, you will find tens of thousands of objects who have just lousy texts. Some of them are even incorrect. Some of them are nonsense, because those are texts coming from our collection database that have been entered 10 years ago by somebody who isn't even working in the museum anymore. So if you focus on that kind of impossibilities, you will never get started. I think you should focus on what's possible now. One of the most successful companies in the world, Google, you should Google the rules of Google, les 10 règles de Google. Don't do evil is very famous, but they have another one, is even more important, I think, be fast.
So if you wait, you will be too late. Somebody will come along and do this while you are still talking about it. Even though you all have very valid arguments, but you should step over your own shadow and start. I have a question for you, Martin. I remember that the cost of ReStudio was around 1.5 million euros, something like this. The first phase was funded by the Lotto, and now you say that you increase every year new objects in the. So who is funding the following of the project? Is it your own budget? Is it the state budget, or is it sponsors? For the recurrent, for the yearly cost of your project? Some of it is our own budget, because we integrate the digitization in work that we have to do all along. So all new objects, all new acquisitions, they are photographed, and they are all the object details are entered, of course. And so we start working back very slowly, focusing on what's for instance, objects that are on display in a future exhibition, objects that are on loan to another museum. So every time there is an occasion to do something with an object, we also rephotograph it, also look at the text, are they still correct, etc. Step by step, yes. And this is on your own budget? And yes, and then we can step on the gas with the aid of sponsors. Because we get new sponsors because they see that what we do, they like what they see. They like what we do. So did you convince new sponsors to join the Yes. ReStudio? Yeah. Okay. Yeah. Donc à nouveau Marianne Firifal, effectivement on est dans des questions qui sont de choix économique, et ce que vous avez fait c'est aussi un pari, et c'est encore assez récent. Je pense qu'il faut quand même être assez prudent pour voir évoluer les choses. Que le numérique entraîne des changements, pourquoi pas, il faut rester à l'écoute de ça. Je regardais juste dans l'économie des choses, là, grâce à mon fabuleux smartphone, le prix d'entrée au Rijksmuseum, 17,50 €. Le prix d'entrée au Louvre, c'est 12 €. C'est-à-dire que votre prix d'entrée est 45% plus cher que le prix d'entrée au Louvre. Il y a des billets gratuits, c'est juste pour les moins de 18 ans. Si on regarde au Louvre, les billets gratuits, c'est certes pour les moins de 18 ans, mais aussi pour tous les moins de 25 ans européens. Donc là, on est qu'à quelques millions de visiteurs gratuits en plus. Voilà, c'est aussi gratuit le Louvre pour tous les enseignants, c'est gratuit pour tous les artistes, c'est gratuit pour tous les chômeurs, c'est gratuit pour tous les handicapés. Et en plus, c'est gratuit un dimanche par mois. Donc tout ça, je ne sais pas si ça équivaut à 1 million d'euros de numérisation, mais si le Louvre faisait payer tout le monde aussi cher que vous, effectivement, peut-être qu'il trouverait les fonds pour numériser. Donc je ne dis pas qu'un modèle est meilleur qu'un autre, hein, je ne suis pas là pour dire ça. Je dis juste qu'on ne peut pas, encore une fois, les directeurs d'établissement, comme vous le disiez, ont des choix à faire, et il y a des politiques culturelles qui peuvent passer par autre chose que la diffusion haute def des images. On ne va pas prendre le cas de chaque exemple dans le monde avec sa politique tarifaire, mais si on prend par exemple les musées anglais, qui sont gratuits, excepté exposition temporaire, hein, on garde le British Museum en particulier. Vous rentrez librement dans le British Museum et vous payez pour les expositions temporaires exclusivement. Donc si on prend cet exemple-là, avec la mise à disposition des fichiers, des images, comment ils s'en sortent économiquement parlant? Donc, il y a des différences colossales. Je sais qu'il y a le privé, le public, et qu'on n'a pas tout à fait les mêmes définitions. Il y a également un accent qui est mis sur les produits dérivés, sur les services annexes, qui est complètement différent d'un pays à l'autre. Soyons honnêtes. On peut très bien aussi avoir en France des grands musées qui décident de sous-traiter à des entreprises privées tout ce qui est services annexes, hein, tout ce qui est restauration sur place, boutique, etc. On peut également trouver dans le panorama des musées en France des établissements qui ont choisi de rester en régie directe, et ces ressources propres, ces retombées-là, vont directement dans l'escarcelle du musée pour
pouvoir faire des opérations, que ce soit des opérations de rénovation du patrimoine, restauration, ou bien numérisation, etc. Ce sont des choix qui sont faits souvent par établissement, avec cette notion de développement de services annexes de qualité. Il ne s'agit pas de faire du McDo en restauration rapide à l'intérieur d'un établissement. Loin de là. On voit souvent, au contraire, se développer des choses de qualité. Mais c'est possible. Vous avez parfois des musées qui ont des collections superbes, qui ont numérisé leur collection, c'est magnifique, et qui ne l'exploitent pas en termes de boutiques de musées, qui se décident parfois beaucoup trop tard, quand d'autres se sont réveillés et qui ont déjà utilisé leurs images pour faire des produits dérivés qui sont vendus dans une boutique à 1000 km. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à repenser dans notre système, dans notre modèle économique, afin de trouver les fonds pour faire notre travail? On n'est pas là simplement à comparer le billet d'entrée d'un musée à l'autre, même si je le conçois, c'est important. Mais à ce moment-là, on va regarder dans les moindres détails. On va regarder le musée de Copenhague qui est passé gratuit et qui trouve que finalement, ils n'ont pas énormément de visiteurs, alors qu'ils croyaient qu'ils allaient en drainer, etc., etc. Mais regardons plutôt quel est l'objectif pour le rayonnement, quelles sont les conséquences positives pour le rayonnement d'un établissement, que de mettre à disposition du public du monde entier, que ce soit pour des recherches scientifiques. Moi, j'espère que le Louvre est conscient que s'il veut que des chercheurs ou des étudiants aient le meilleur matériel possible, les meilleures images possibles pour faire des recherches de thèse, enfin des recherches à tous les niveaux, que c'est utile, mais pas uniquement d'un point de vue juste mercantile. Voilà, ça sert à tout le monde. Point. Bonjour. Je tenais à vous répondre par rapport au British Museum, parce qu'effectivement, vous dites que le British Museum, ils sont gratuits en semaine, enfin tout le temps. Mais vous connaissez les coûts des photos, justement pour une numérisation? C'est très élevé, c'est très cher. Ça, c'est le premier point. Le second point, quand vous parlez du musée du Louvre et vous dites que les fonds photographiques ne sont pas exploités, effectivement, je rejoins M. Amit quand il vous dit que ça a un coût. C'est un coût qui est quand même pas négligeable, parce qu'une photo, c'est des prises de vue par jour, c'est le traitement de l'image, c'est la diffusion, et derrière tout ça, il y a des personnels, il y a du monde. Ensuite, vous disiez, là, à la fin, vous avez fini en disant les petits musées, les collections merveilleuses, on est complètement d'accord avec vous, et ils n'exploitent pas leur fonds photographique en développement des produits dérivés, ce que vous voulez. Là aussi, moi, j'ai une bonne idée. Faisons qu'il y ait de bonnes subventions pour ces petits musées, ou mutualisons justement des fonds pour que les petits musées puissent effectivement travailler sur leurs fonds photographiques et pouvoir développer les produits, si vous voulez. Voilà, merci. Je n'ai pas de différence. Je n'utilise pas l'appellation petit musée. C'est pas un truc qui me plaît, parce que vous ne l'entendrez pas dans ma bouche. C'est par rapport à la taille du fonds, à la taille des collections peut-être, mais les petits musées, les grands musées, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. On disait, il y a beaucoup de questions dans ce que vous venez de dire. Effectivement, il y a une question de financement, une question, en tout cas pour les musées qui dépendent des collectivités territoriales, tout dépend du financement qu'ils arrivent à obtenir de leur collectivité. Et ça, je pense qu'on en est tous conscients. Et parfois, vous avez des élus qui comprennent tout à fait l'intérêt d'avoir un musée avec des réserves nickel, et puis d'autres qui ne le comprennent pas. Quand je parlais tout à l'heure de l'exemple du Louvre, ce que j'ai dit, c'est que le travail a été fait, le Louvre a payé du personnel pour faire ce travail. Il est là et il est disponible. Et je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai simplement dit que il manquait juste une compatibilité entre deux logiciels, entre deux systèmes, et on attendait qu'il y ait un renouvellement des logiciels qui soit fait. C'est tout ce que j'ai dit. Malheureusement, c'était ça. Et le travail a été payé, les gens ont été payés pour faire cette numérisation. Elle est là, elle est faite. Au contraire, c'est très bien que le Louvre ait pu le faire, mais parfois il suffit d'un petit grain de sable dans ce mécanisme pour que ces images ne soient pas accessibles. C'est tout ce que j'ai dit en parlant du Louvre. J'avais promis à nos intervenants de les libérer à 25. Roy, il est 24. Quel
est le coût du projet que vous allez mettre en place? Les coûts, enfin, je pourrais dire les coûts qui aident les projets de l'exploitation, donc de cette partie-là qui est la partie des... Non, mais pardon, du nouveau site Oui, qui va être mis oui, en oui, place. tout à fait. Oui, C'est ça que je voudrais préciser. Les parties qui relèvent de la diffusion auprès du grand public, Oui. il est aujourd'hui à 350 000 €. D'accord. Mais donc, c'est les numérisations qui sont... Enfin, les images numérisées, c'est celles qui sont Les utilisées. images absolument hors de... C'est ça, justement, c'est pour ça que je voulais préciser, c'est quelle la mise à disposition à travers donc, un système donc, des API et des sites Internet. Tout à fait. D'accord, merci. Hors numérisation, bien évidemment. Petite conclusion, 1 minute chacun. Laurent? Bien, vous voyez que les choses ne sont pas simples. Je partage tout à fait l'avis de Martin sur le fait, et je pense qu'on l'a bien fait, parce qu'on ne va pas terminer sur une note assez sombre. Je pense qu'on a quand même pas mal de choses en ligne aujourd'hui. Bien sûr, il y a 46 millions d'objets, enfin c'est ce que nous disait le récollement, 46 millions d'objets à prendre en compte. Aujourd'hui, on est quand même, on a la chance, parce qu'on a une tradition peut-être, parce qu'on a une tradition jacobine, on a la chance d'avoir un catalogue collectif des collections avec une valeur parfois inégale dans la qualité des images, mais avec des données qui sont plutôt bien renseignées, tout un travail fait par les musées. Donc on a quand même des centaines de milliers d'images, si on additionne celles de la RMN, si on additionne celles des établissements qui mettent en ligne de leur propre côté, les bases régionales aussi, parce qu'il existe des bases régionales, on a quand même des quantités, des volumes très importants qui sont déjà en ligne. Alors certes, tout n'est pas d'une qualité, mais enfin, allez voir le site du Musée des Beaux-Arts de Lyon, allez voir les images en très très haute définition. Et là, d'abord, ça permet de reconsidérer un peu l'histoire de l'art, parce qu'on nous apprend que les impressionnistes ont inventé les ombres bleues. Allez voir un tableau de Bruegel l'Ancien, de Bruegel le Jeune, pardon, les 4 saisons, vous verrez, il y a une femme nue, vous verrez les ombres sont bleues. Tiens, ces images, et effectivement, à l'œil nu, on ne pourrait pas voir cette image. Ce sont des choses, donc on a beaucoup de choses en ligne, on a des atouts considérables, je pense qu'on ne part pas de rien, mais aujourd'hui, on est effectivement à une sorte de carrefour, et la décision ne nous appartient pas, elle est éminemment politique. C'est aujourd'hui, est-ce qu'on va aller vers le gratuit, ou est-ce que, et à ce moment-là, on reconsidère le statut d'EPIC, puisque la RMN, on lui demande de faire du business. Aujourd'hui, ça lui a imposé. Donc on ne peut pas tirer sur la RMN en disant vous faites du business, puisque ça fait partie de son statut. Donc il y a là une grande difficulté. Et je dirais, donc je vais passer la parole justement à son représentant, donc les choses ne sont pas très simples. Je pense qu'il y a une conscience assez générale au sein du ministère, mais au-delà de... Si on passe vers le gratuit, on a parlé de la directive européenne qui doit être de 2013, qui doit être réécrite dans le droit français. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va donner librement la réutilisation pour tous usages, etc. Il y a une réflexion aujourd'hui qui est menée dans les différents ministères en disant attention, les choses ne sont pas si simples. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait et on n'est pas les plus mauvais, loin de là. Simplement, aujourd'hui, il y a une décision, et vous l'avez rappelé, qui appartient aux chefs d'établissement aussi. Ils ont aussi un rôle à jouer, des décisions à prendre, mais il y a aussi un choix politique. Laurent, juste un chiffre. Sur les 46 millions d'objets, combien sont numérisés? Alors, j'ai mené une enquête en 2011 hors musées nationaux, puisque la RMN agissait. En 2011, tous les musées n'avaient pas répondu. J'avais 640 musées qui avaient répondu. Sur les 1220, on avait plus de 4 millions d'objets numérisés. 4 millions d'objets, ça ne veut pas dire 4 millions d'images. Un objet peut avoir N images, bien entendu. Donc elle est en cours de réactualisation. Je n'ai pas encore les chiffres. C'était 10%. Excusez-moi, il faut que je file. Je voulais simplement rejoindre cet constat qui est plutôt positif, enfin porteur d'espoir, et d'ailleurs de dire à chacun son rôle. Nous, notre rôle, c'est d'avancer, de faire au mieux, d'aller vers le public, vers la diffusion, vers la distribution, de faire au mieux pour que ces images qui sont au musée rayonnent et que ces images arrivent au public au plus large. Il faut le faire dans les cadres qui est les nôtres, et ces cadres-là, ils ne nous appartiennent pas à les définir. Moi, j'avais une petite remarque de conclusion et une question, ça sera très bref. J'entends partout autour de moi dans cette salle et partout en France que la numérisation, effectivement, ça coûte cher.
mon point de vue sur la question, c'est quelle méthode utiliser pour rentabiliser au mieux ce travail. Ça, c'est la première des choses qu'on doit se poser. Et ensuite, deuxième question, il faut combien d'exemples réussis pour suivre la tendance mondiale qui marche ?